Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et cette semaine, je vais dire aujourd'hui parce que ça fait comme trop de shows que je fais back-à-back dans les derniers jours. Aujourd'hui, 9 avril 2025, au moment d'enregistrer, je vais gagner ton animateur et Jerry Godbout n'est pas là, Alexandra non plus, Philibert n'est pas là. Fait que je suis allé chercher des backups du club école. C'est pas vrai. c'est pas un backup. Oh, ça commence fort. C'était prévu depuis un bout. Nous sommes allés, en fait, je suis allé les visiter sur leur podcast, le podcast La Brigade, podcast francophone sur les sénateurs d'Ottawa. J'ai le plaisir de recevoir Pascal Villeneuve et Stuart Sabourin. Salut les boys. Salut JB. Ça va bien? Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça va très bien. Yes. En ce moment, ce 9 avril, ça pourrait pas aller mieux. Écoute, La dernière fois que j'ai été heureux comme ça, messieurs, c'était au mois d'avril en 2017. Ça remonte à aussi longtemps que ça. puis pourquoi 2017? Moi, je le sais. Pascal le sait, tu le sais, mais nos auditeurs le savent peut-être pas. Peux-tu l'expliquer? Ça a été la dernière présence des sénateurs en série. Présence qui s'est concrétisée en finale de conférence contre les Penguins de Pittsburgh en deuxième période de prolongation. Oui. Au 7e match. On n'a pas le droit de nommer le nom du joueur qui a marqué de but des Penguins de Pittsburgh. Non. C'est un mot qui a été banni dans notre vocabulaire. Ah ouais? Absolument. Mais c'est depuis ce temps-là Pajot qui qu'on avait vit marqué des jours très noirs. 2 buts dans ce match-là. Et le coach, c'était Guy Boucher. Guy Boucher, oui. Oui, c'était Guy Boucher. Ouais. Hey, j'écoutais ce game-là. Pas Paul McLean. Ouais. Non, pas Paul McLean. Donc, aujourd'hui, écoute, on était supposé parler de Ivan Demidov, puis juste comme être tout heureux, toute la gang, puis d'être partir sur une balloune de c'est le meilleur joueur au monde, puis être fanboy, toute la gang. Ça se passera pas tant que ça, mais je vais quand même vous demander, vous avez eu l'occasion, vous autres, de recevoir des joueurs de très haut calibre dans les dernières saisons. Jake Sanderson, Tim Stützle, Brady Tkachuk. Avez-vous vécu ce genre de buzz-là dans le fanbase des sénateurs d'Ottawa à l'arrivée des gars? De dire, hey, on a tellement hâte de l'avoir, puis ça se concrétise. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi le moindrement des médias francophones de hockey, de sport, mais la balloune est immense là, en ce moment pour l'arrivée de Demidov. Même si on ne veut pas les suivre, c'est dans notre face. C'est dans notre face partout, dans nos oreilles, c'est partout. Mais écoute, 100%. Puis celui que je me rappelle le plus, on peut parler de Brady, mais je pense que celui là, que je peux me rappeler le plus, où j'ai vraiment suivi le repêchage, puis où est-ce que je suivais vraiment les 2-3 premiers joueurs que je me disais, oh, peut-être il y en a un qui commence à prendre du galon, c'est probablement Tim Stützle. Lors de son année de repêchage, on parlait beaucoup de Lafrenière, on parlait beaucoup de Byfield, puis Tim Stützle, au début de l'année, était peut-être considéré 15, 20e, puis plus l'année avançait, plus il montait. Puis quand est arrivé le repêchage, puis que j'ai vu que c'est LA qui ont repêché Byfield, j'ai célébré dans mon salon, puis j'ai regardé mon garçon, puis j'ai dit, pourquoi tu es content? Pourquoi tu célèbres? Puis j'ai dit, je suis convaincu que Tim Stützle va être le meilleur joueur de cette édition-là. Il va être meilleur que Lafrenière. Puis il dit, voyons donc, c'est impossible. Il venait d'écouter le championnat junior mondial, puis il était complètement en adoration envers Lafrenière. Puis du moment où est-ce qu'il a été repêché, puis qu'on l'a vu au championnat junior mondial, justement, puis on est tombé en amour avec ce joueur-là. De ton côté, 100%, Pascal. Non, honnêtement, c'est plate, mais j'ai la même réponse que Pascal. Je pense que Tim Stützle, quand le repêchage est arrivé, puis mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire du nom de l'animateur. Oui, Trebek. Alex Trebek. Voilà, Alex Trebek. Qui animait Jeopardy, je pense. Jeopardy, voilà. Puis qui avait annoncé le nom de Tim Stützle. Je pense que
tout le monde avait regardé l'espèce de vidéo montage de 20 minutes. C'était les buts puis les passes de Tim Stützle. Puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un joueur avec ce genre de pedigree qui s'en venait à Ottawa, puis qu'on l'attendait depuis longtemps. Puis de dire qu'il a répondu aux attentes, selon moi, je pense que c'est un peu un understatement parce que je pense à sa 3e saison, il y a eu 90 points. Puis c'est pour nous, chaque fois qu'il joue à Ottawa, que ce soit sur X, sur Instagram, tous les fans se disent mon Dieu, qu'on est chanceux de le voir à chaque soir, ce gars-là jouer. Fait que, actuellement, parce que le dernier joueur qu'on a vu qui était aussi excitant, c'était probablement Erik Karlsson. Tu sais. Puis où est-ce que tu pouvais dire qu'il prend la rondelle, puis tu es capable de focusser sur lui, puis de le suivre. Puis quand tu es à l'aréna, de voir la différence entre lui et les autres joueurs. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je suis en train de regarder sa fiche. Là, il y a une 50aine, presque 60aine de points de plus que le 2e pointeur de son repêchage. Là. Fait que, c'est effectivement, c'est un premier centre. Il n'y a pas de question là-dessus. Là. Ouais, tout à fait. Puis la ressemblance que je verrais avec Demidov, c'est que Tim Stützle, quand il est tombé au 3e rang, il est tombé, on s'est dit, quel cadeau du ciel. Avec Demidov, c'est un peu ça. En tout cas, moi, je ne le voyais pas descendre jusqu'à 5e au total. Puis je me demande, les fans du Canadien de Montréal, est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce que vous vous êtes dit cette soirée-là, nous, on s'attend à repêcher Demidov, on sait qu'il va tomber 5e, ou dans votre tête, il part dans les 2 premiers? T'sais? Columbus, à la limite, va le prendre. Ouais, en fait, moi, j'avais dans l'impression que c'était Chicago qui allait le prendre. Je voyais le fameux duo de Bédard et Demidov. Ça aurait été incroyable. Ils ont décidé d'y aller avec les Chouinov. Au-delà de ça, c'est sorti quelque temps en marge du repêchage, puis c'est Pierre Lebrun qui en a reparlé cette semaine avec l'avenue de Demidov, que Chicago ont fait un gros move pour tenter d'échanger leur choix de première ronde de cette année contre le choix de première ronde de Columbus l'année dernière pour avoir le 2 et le 4 pour être en mesure de repêcher Demidov. Et eux, finalement, ils ont repêché c'est Caden Lidstrom, qui est un bon joueur, mais qui n'a pas joué cette année. Déjà une historique de blessure. Moi, j'aimais bien l'aspect humain du joueur parce que c'est un gars d'une minorité élevé seul par sa mère. Tu sais, c'est un mélangé. C'est une belle histoire. C'est quelqu'un qui a du sang amérindien de Première Nation et noir. Tu sais, il est exclu de toutes les... Tu sais, je trouvais que son histoire sur le plan humain était bonne, mais Demidov, quand ça tombe dans tes mains à 5, puis là, tu te dis... tu sais, c'est le meilleur espoir depuis Guy Lafleur à Montréal, repêché comme attaquant. Tu dis, OK, on va pogner de quoi. Puis tous les experts en espoir le mettent très haut dans leur liste. Si c'est pas... Il a même été nommé genre meilleur joueur à ne pas jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Parce que l'angle que je vais amener avec vous autres pour Tim Stützle, avant qu'il signe avec l'équipe, il n'y a pas eu ça, si je ne me trompe pas. Cette période de se dire, il va-tu s'en venir quand est-ce? Parce que le facteur russe... Il arrive à 18 ans. Le facteur russe fait que le boom qu'on a en ce moment, la balloune en ce moment, c'est parce que tout le monde se disait il ne s'en viendra pas avant l'année prochaine. Il va-tu être obligé de signer? Blabla. Puis finalement... sorti de nulle part, puis je suis tellement content. On a eu Marco D'Amico en entrevue plus tôt cette saison. Je suis tellement content que c'est lui qui a breaké la nouvelle, qui avait l'entrevue de prévue d'avance, puis c'est juste le timing. C'était bon pour lui. Pendant l'entrevue, je l'ai salué, tout ça. J'y ai écrit sur Twitter pour le féliciter d'être tombé à la bonne place, mais c'est une bonne personne, là, je vous le dis. Là. Mais vous n'avez pas eu ce bout-là, l'inquiétude de le voir débarquer quand... Vous saviez qu'il s'en venait rapidement, mais l'excitation, vous l'avez quand même eu au draft. Vous avez dit, l'année prochaine, il va être là. Oui, l'année prochaine, il va être là. Il est arrivé à 18 ans. Il est arrivé tout de suite. Là. Ça n'a pas été, écoute, on va te faire jouer à Belleville ou on va te faire jouer sa 3e, sa 4e ligne. Habitue-toi, l'équipe était déjà vidée pour un bien puis pour un mal. Écoute, on a peut-être critiqué l'organisation de avoir mal entourer ces joueurs-là, puis de peut-être avoir donné les clés du premier trio tout de suite sans avoir vraiment l'avoir mérité ou avoir travaillé pour. Mais en même temps, écoute, c'était une période où c'était une période noire, c'était une période où les sénateurs à la ML, on avait besoin d'avoir cette excitation-là, de voir ce joueur-là. Mais le parallèle de l'attente, je pense qu'on peut le faire un peu avec les joueurs collégiaux. Où est-ce que à chaque année, tu te demandes est-ce qu'ils vont rester une année de plus? Puis ça a peut-être été ça avec Jake Sanderson, qu'on pensait peut-être voir arriver une année plus tôt, qui finalement a fait une année de plus avec North Dakota.
Donc, parce qu'eux peuvent, là, s'ils veulent vraiment durer 4 ans au collège, puis là, t'es pères à ce moment-là, ils peuvent signer avec n'importe quelle équipe. Ça n'arrive pas souvent, là, mais peut-être que c'est un petit parallèle-là. Ben, tu dis que ça n'arrive pas souvent, mais surtout, tu rebondiras là-dessus, mais reste que Ottawa, c'est pas nécessairement la meilleure destination aux yeux de bien des joueurs de la Ligue nationale. Si tu dis, hey, il pousse à la 4e année, non. Il ne signera pas avec Ottawa, il va vouloir magasiner, il va vouloir décider de sa destination, comme Winnipeg a vécu avec... c'est pas Adam Fox. Non, ça c'est Calgary. C'est que Adam Fox a décidé, non, moi je ne signe pas avec vous autres. Tu fais comme, on le draft, on a visé juste, puis finalement on n'aura rien pour ou presque. Là. Fait que, c'est bizarre de règlement, ça. Ouais. Est-ce que tu avais cette inquiétude-là, toi, surtout, par rapport à Sanderson, parce que c'est un gros profil aussi, là? Ouais, je pense que le seul il n'y avait pas nécessairement de doute comme ça, mais le seul où est-ce qu'on a donné un contrat, il est arrivé en fin de saison, puis on lui a donné son salaire au complet, c'était Shane Pinto, puis ça, c'en est un autre prospect qui jouait pour North Dakota, qu'Ottawa avait repêché en 2e ronde, qui amenait un gros pédigré, puis on avait hâte de le voir arriver. Et si je me souviens bien, sa première saison, il a uniquement joué 12 matchs. On a brûlé une première année de contrat. Fait que, avec Jake Sanderson, je pense qu'on n'avait pas cette inquiétude-là parce qu'il a quand même été repêché 5e au total. Je pense que c'était plus on avait hâte de le voir arriver à Ottawa, plus que c'est quand qu'on le signe. Je pense qu'on l'a plus vécu avec Shane Pinto. Le parallèle que moi je fais plus avec Demidov, c'est peut-être plus Matej Michkov à Philadelphie. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un joueur qui avait un gros pédigré quand il jouait en Russie. Il était repêché assez haut, très talentueux. Puis t'as le facteur russe, tu te dis, c'est quand qu'il s'en vient, il peut-tu venir plus tôt que plus tard? Gaucher aussi. Fait que je sais pas, vous autres, est-ce que vous dressez des parallèles entre ces deux joueurs-là ou pour Montréal, Demidov, c'est comme une classe à part? Parce que quand tu regardes les statistiques des deux dans la KHL, c'est quand même très, très, très similaire entre Michkov et Demidov. C'est quand même similaire. Michkov avait été prêté. Il était dans l'organisation du SKA. Ouais. Il a été prêté à... Écoute, pour les gens là, qui ne suivent pas la KHL, puis je ne dirais pas que je suis un expert, là, mais c'était l'équivalent des Coyotes de l'Arizona. Un club école, mais qui joue dans la ligue. Là. C'est littéralement ça. On l'a envoyé à l'autre bout du monde. On a voulu s'en débarrasser. On a cassé le contrat. Fait qu'il est arrivé 2 ans plus tôt que prévu parce qu'il restait 2 années de contrat. Demidov, le suspense, c'était plus il terminait son contrat. Mais est-ce que de la façon qu'on va le gérer, est-ce qu'on va être en mesure de lui tordre le bras pour le forcer à signer un autre contrat parce que on ne sait jamais. Avec la ils tirent sur leur couverte, eux autres, c'est sûr. Là. C'est ça. Kaprizov, c'était super long avant qu'il s'en vienne. Il est arrivé à 23-24 ans à cause de ça, justement. Puis là, tu te dis, il gaspille-tu des années? Puis cette année, c'était le meilleur point. Je l'ai dit là sur le show, puis vous savez peut-être pas, là, mais Demidov était benché quasiment un match sur 2 par son coach. Il faisait pas jouer. Et la KHL l'a invité au match des étoiles. Comme remplaçant. À quel point tu peux, au sein de ton propre club, pas avoir la reconnaissance, mais que la Ligue dit Chris de Tépin, nous autres, on l'amène au match des étoiles. À quel point t'as un clash de vision qui n'a pas de sens? Écoute, la KHL, là, ça fait plusieurs personnes qu'on reçoit là, au local sportif, au 104.7, où je fais le podcast avec les boys, puis des anciens joueurs de la Ligue nationale qui viennent de la région, puis qui ont joué dans la KHL, puis un peu partout en Europe. C'est un autre monde. C'est un autre monde complètement. Écoute, il n'y a pas un gars qui va dire « ça a été une mauvaise expérience, puis je le regrette ». Tout le monde a aimé son expérience. Mais les histoires que tu entends des gars qui, à minuit le soir, se font débarquer de l'autobus pour faire faire du jogging dans la neige par un vieux coach qui a 78 ans, qui ne sait plus ce qu'il fait. Puis il fait ça avec des hommes qui sont dans la trentaine, qui, on dirait, du stuff de junior. Des histoires de tu sais, quand on parle d'enveloppe brune, c'est vraiment un monde à part la KHL. Puis eux autres, veulent pas, c'est soit qu'ils gardent leurs espèces de joyaux qu'ils ont, qu'ils repêchent, ou soit qu'ils essayent d'aller à la pêche quand ils finissent leur carrière pour les ramener. Tu sais. Entre les deux, ils ont le contrôle, mais sur les deux autres, c'est plus dur. Ouais. Pierre Dagenet, la semaine passée, me disait que lui, tu sais, la première paye
qu'il a eu, met ça dans une valise, met ça dans un sac, s'en va à la banque, puis la banque voulait pas y ouvrir de compte. Comme, il dit, moi, je sors pas de site avant que vous ayez pris l'argent, là, parce que elle finira pas dans mes poches à la fin de la journée, là, elle va être dans les poches de quelqu'un d'autre. Là. Puis même au-delà de ça... Souvent, la première paye est après 6 mois, là, est au milieu de la saison. Là. Les gars jouent une moitié de saison puis ils n'ont pas de paye. Là. Puis il disait... les gars qui sont habitués lui disent non, c'est correct, inquiète-toi pas, là, ça va finir par rentrer. Puis, il disait que dans le fond, il y avait un chauffeur qui l'amenait de chez eux à l'aréna, puis il avait comme pas vraiment le droit de sortir. Là, ça fait comme... Il a passé 2 ans dans son genre 5,5 à regarder ses murs, là. Puis sa femme est allée avec la première année, mais revenue, là. Comme il n'y a rien pour elle qui l'attend là. Il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à faire là. Puis c'est ça, à un moment donné, tu te tannes de ça quand c'est en plus pas ta culture que tu ne comprends pas les. En tout cas, fait que c'est clairement un autre monde complètement. Pascal, c'est tout. Je veux savoir, ça vient de où votre amour des sénateurs, Pascal? Oui, chacun. Moi, je suis un ancien partisan des Nordiques. Je veux pas. Je suis originaire du Saguenay. J'ai suivi les Nordiques jusqu'à ce qu'ils déménagent au Colorado. Je les ai suivis. Mais non seulement ça, dans ma famille, on était partisans des Nordiques, mais on était aussi anti-canadiens de plusieurs générations. Ma grand-mère, tu sais, qui est née dans le début des années 1900, qui a écouté le hockey pendant des années, mais que les Nordiques n'existaient même pas, détestait le Canadien. Puis mon grand-père, lui, les adorait. Fait que c'était un couple qui regardait pas trop le hockey ensemble. Mon père est devenu à détester le Canadien. Moi aussi, mon frère aussi. Puis on était aussi fans des Nordiques. Fait que amour, haine, les deux, on avait une équipe pour chaque. Puis finalement, quand les Nordiques sont partis, écoute, j'ai essayé de les suivre un peu. On avait les antennes de Bell où on avait tous les postes, là, puis les postes dans l'Ouest, puis tout ça. Puis j'ai réussi j'étais content. Ils ont gagné la Coupe Stanley, puis j'ai célébré un peu, mais parce que c'était des joueurs que j'avais vu grandir. Moi, j'avais connu j'ai commencé à écouter les Nordiques les dernières années de Michel Goulet, puis de Dale Hunter, puis la fin des belles années. Puis j'ai connu toutes les années catastrophiques jusqu'au repêchage de Joe Sakic, puis voir tout, Matt Sundin, puis Forsberg, puis tout ça monter, puis être repêché, puis finalement arriver à aboutir. C'est l'équivalent peut-être que si les sénateurs déménageaient comme l'année prochaine, à quelque part dans le fin fond des États-Unis, au Texas, puis là, t'as perdu ton équipe, tu sais. Fait que je suis resté un peu orphelin. J'ai continué à détester le Canadien, veux pas, pendant ces années-là, mais moins. Le Canadien était même pas bon dans ce temps-là. Il était même pas le fun à détester. Ouais, c'est ça. Fait que, puis je suis déménagé dans la région d'Outaouais en 2004. C'était l'année du lockout. Fait que pas trop de hockey pendant ce temps-là. C'est arrivé la saison 2005-2006 qui a commencé. Puis j'ai commencé, à écouter ça, rencontrer des gens au travail qui suivaient les sénateurs. Puis est arrivé 2007 où ça s'est rendu en finale de la Coupe, où là, ça l'a vraiment concrétisé. Avec Ray Emery d'un but. Ouais, mon amour pour cette équipe-là. Connais mes sénateurs pareil un peu. Ben oui. D'après moi, si on continue à travailler, Ouais, c'est ça. Parce que pour dire aux gens qui n'ont pas écouté peut-être le passage que j'ai fait du côté du podcast La Brigade, je disais comme venez me chercher. Là. J'habite dans l'Outaouais, je suis une cible facile. Là. Les scènes, courtisez-moi. Là. On se met là-dessus. Là. Une couple de bons petits mots, des flatteries, puis je m'a tombé. Là. Toi, c'est tout? Ton amour des scènes? Moi, petit gars qui est né à Montréal, qui a grandi à Montréal, mais malheureusement, pour toute ma famille et mes amis qui sont fans du Canadien de Montréal, moi, le premier match que j'ai regardé à la télé, c'était avec mon oncle qui était fan des Nordiques de Québec. Puis c'était pendant la saison 99-2000, puis il m'a dit tu peux prendre pour n'importe quelle équipe sauf Montréal. Puis la télé, c'était Ottawa contre Montréal. Fait que ça commençait comme ça, un petit gars de 5 ans. C'est drôle des fois comment ça commence. Il n'y a pas de pression partout. C'est niaiseux, tu sais. Fait que je regarde ça. OK, Ottawa, OK. Fait que le lendemain matin, je check dans le journal de Montréal. Là, je cherche les sénateurs d'Ottawa dans le classement général. Tu sais, je pars d'en bas. Je les trouve pas. Je monte, je les trouve pas. C'était pas mal la meilleure équipe dans ces années-là, début des années 2000. Fait que ça a été très facile pour moi de tomber en amour avec Ottawa parce que c'était les années d'Alfredson, d'Avlat, d'Ossa, de Redden, Chara. En 2003, Spezza est arrivé. Fait que jeune, je me suis comme vraiment attaché à cette équipe-là. Puis c'est devenu comme un peu mon identité de prendre pour eux puis de détester Montréal parce que j'habitais là, parce que j'étais là. Fait que c'est devenu une partie de ma personnalité de le gars qui haït les Canadiens de Montréal. Puis au secondaire,
on avait nos journées hockey où est-ce que tout le monde mettait leur chandail du Canadien. Puis moi, j'arrivais avec mon chandail sénateur d'Ottawa. Puis j'étais un petit cul de 13 ans, secondaire 1. Puis il y a des gars secondaire 5 qui me pognaient mon chandail, qui le mettaient par-dessus ma tête. Je le remettais, puis je repartais après les deux, puis je me faisais criser une volée. Mais c'est comme devenu, c'est devenu mon identité. Puis j'ai comme grandi. C'est pas une identité, c'est un problème rendu là. Quand tu cours après le monde qui vient de te battre, comme. Ouais. Puis écoute, c'est pas les seules fois là, qu'on avait des pratiques dans les camps d'entraînement au hockey, puis tout, tu mettais les chandails que tu voulais. Moi, j'arrivais avec mon chandail des sénateurs, puis il y avait des commentaires, puis tu sais, j'avais comme c'était zéro ma patience. C'était comme tout de suite un slash en arrière du patin, puis tout. Fait que j'étais comme devenu tellement pro-Ottawa que c'est comme devenu ma religion. Puis là, je suis rendu que j'ai des amis dans la région d'Ottawa. Je t'ai invité à des mariages. Tu sais, c'est comme. J'ai comme une petite vie là-bas avec une communauté, puis tout. Fait que. Ça a commencé comme ça, puis regarde, aujourd'hui, je suis rendu que je fais un podcast. La culmination de ton côté trolling des partisans du Canadien s'est concrétisée pendant la pandémie, vers la fin de la pandémie. Quand tu es allé voir le match. Oui. Fait que ça avait un petit peu explosé là, pendant la pandémie. Le Centre Bell, je pense que c'est la première arena parce qu'il avait accepté que certaines personnes viennent voir le match. Je pense qu'il y avait comme eu 3000 personnes qui avaient eu accès à des billets. Puis moi, j'avais eu accès à des billets. Et moi, je suis un fan des sénateurs d'Ottawa. J'ai pas d'affaires là. C'est Montréal-Toronto, tu sais. Fait que je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle belle soirée, je m'en vais faire chier tout le monde. Fait que j'ai eu. Les deux, Montréal et Toronto. Fait que j'ai eu mon cher sénateur d'Ottawa, puis je me suis pointé au Centre Bell avec mon chandail noir. Puis t'as le fils de Bob McKenzie, je pense que c'est Sean McKenzie son nom. Il est en avant il est en avant de Centre Bell. Puis là, il fait de quoi à la caméra, puis tout. Puis là, il me regarde, puis là, il dit What the fuck are you doing here? Fait que là, j'ai passé l'entrevue avec lui. Là, je suis à la télé, puis là, je suis bruyant. Puis à chaque 11 minutes, 11 secondes, je me lève, puis je commence à partir un Alfie chant, parce que c'était le numéro 11. Puis j'ai brassé de la menthe la soirée, mais là, écoute, c'était rendu que là, c'était CTV qui m'appelait pour faire des entrevues chez nous, pour me parler de la game. C'est Ian Mendez qui m'a appelé pour me dire comment j'ai trouvé l'expérience, puis tout. Fait que ça a été très drôle que toute une vie consacrée à faire le troll contre le Canadien de Montréal, c'est comme concrétiser cette journée-là. Donc, ça a été bien le fun. Je réitère que c'est pas ta personnalité, c'est un problème, là. Chris! Écoute, JB, j'en parle encore avec ma psy aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnalités problématiques, ça. On a tous nos petits problèmes. Ouais. Je vous disais de votre bord que j'ai trouvé, moi, personnellement, le règne de Marc Bergevin difficile. En tant que gars qui essaye d'aimer le Canadien, je disais que je suis pas nécessairement un fan, quoique là, Demidov, c'est différent. On commence à te trouver pas pire, là. C'est différent. C'est une autre affaire. Mais que j'ai trouvé ce règne-là difficile. J'ai le goût de vous demander, est-ce que les Sénateurs, c'est un club qui est difficile à aimer? Il me semble que ça n'a pas été facile. Avant l'arrivée de Studley, il y a eu une grosse période creuse avec les déboires avec Melnyk, les histoires d'Arena Canada. C'est un club qui n'est pas facile à aimer. Ouais. Je pense que, puis tu me diras, Pascal, si je me trompe, mais je pense que ça n'a jamais été un problème d'effectifs sur la glace. Ça n'a jamais été un problème des partisans. Je pense que malheureusement, ça part d'en haut. Puis on voit le changement drastique entre Michael Andlauer et Eugène Melnyk, malheureusement. Ça n'a pas été une équipe facile à suivre pendant ces années-là. Mais ça n'a jamais été un problème de l'équipe. Ça n'a jamais été un problème des employés de l'organisation non plus. Il y a eu des séquences même où est-ce que les journalistes se faisaient refuser des accès, des entrevues par le propriétaire. Pendant plusieurs années, sous le règne d'Orion, ça a été vraiment difficile d'être un fan des Sénateurs d'Ottawa, où est-ce qu'on dirait que chaque entrevue qu'ils donnaient à la télévision, on faisait rire de nous. Là. Fait que ça n'a jamais été facile à ce niveau-là. D'un point de vue partisan francophone aussi, c'était pas extrêmement facile de s'attacher à l'équipe parce que tu te dis, mais on est délaissé, c'est quasiment comme si on s'en fout de nous. Là, on existe aussi. Fait que ça, je pense qu'il faut que j'applaudisse Michael Andlauer pour le 180 dans la philosophie d'entreprise qu'il a faite avec cette équipe-là. Il n'y a pas une fois où est-ce qu'il n'est pas capable de dire Ottawa-Gatineau, où est-ce que les partisans anglophones et francophones sont importants, où est-ce que les employés sont valorisés, où est-ce que les partisans sont mis de l'avant. Quand il est arrivé, il a dit moi, je suis le gardien de l'organisation, mais c'est pas mon équipe, c'est la vôtre. Fait que le 180 est assez phénoménal. Fait que moi, je l'applaudis parce que
Maudit que c'était difficile. Effectivement, HB, ça n'a pas été facile. Le lien de confiance a été complètement brisé entre l'organisation. Quand je dis organisation, je dis Eugène Melnyk. Il y a personne d'autre à nommer que lui. Dieu est son âme. C'est plate de parler comme ça, puis c'est plate que le revirement de situation à Ottawa est arrivé parce qu'il est décédé. Ça l'a forcé à avoir un nouveau propriétaire. Mm-hmm. Mais écoute, quand tu dis brisé, là, tu parlais à des partisans des Sénateurs puis ils disaient, moi, c'est terminé. Je ne vais plus jamais à un match au Centre Canadian Tire tant que c'est lui le propriétaire. 100%. Il y avait des campagnes de sociofinancement qui se sont organisées pour acheter des billboards pour mettre sur le long de la 417 de l'autoroute écrit Melnyk out, en voulant dire vends l'équipe, votant, on ne veut plus rien savoir. Puis tu vois, puis écoute, 2017, on critiquait un peu les assistances, on disait Colin sont en série, puis c'est pas plein, puis c'est pas. Les gens ne voulaient plus rien savoir. C'était certain qu'il n'allait plus jamais donner une scène à ce propriétaire-là. C'était clair et net. Puis tu vois, depuis que le nouveau propriétaire, tous ceux qui avaient dit ça sont revenus. Sont de retour au bercail, recommencent à être des partisans des Sénateurs. Puis, parler des effectifs, il y a eu un paquet de transactions bizarres. Il y a eu la vente de feu que Dorion a dû faire, puis il y en a beaucoup qui critiquent Dorion. On ne dit pas que Dorion, c'est le meilleur DG qu'il a jamais eu. Pierre Dorion était excellent pour trouver des nouveaux talents, pour repêcher des joueurs. C'est lui qui avait repêché Erik Karlsson. Quand il avait dit à Brian Murray, il venait d'être engagé comme DG, comme recruteur en chef, puis il dit à Brian Murray, je veux repêcher Erik Karlsson. Puis Brian Murray, il dit, t'es sûr que ta première décision dans ta nouvelle job, c'est de me dire de repêcher un gars de 5 et 11, de 160 livres, suédois, défenseur. Puis il avait dit oui, crois-moi. Fie-toi sur moi, je mets ma job en jeu là-dessus. Pour ça, il était excellent. Pour faire des échanges, il y a eu ses bons et ses mauvais, mais quand tu essaies de travailler puis que tu as tout le temps le bonhomme en arrière qui te cogne puis qui te dit j'ai pas une scène, puis qui va dans les médias partout puis qui dit je dépenserai pas au plafond parce que dépenser au plafond, c'est pas une preuve de gagner. Ouais. Il y a plein d'équipes qui dépensent au plafond qui ne gagnent pas. On dépensera au plafond peut-être un jour. Puis si les gens ne reviennent pas à l'aréna, je vais le déménager à Gatineau. Peut-être. Ça me tente peut-être de le déménager. Ça marchait à coup de menaces. Ça marchait à coup de... Toutes les entrevues qu'il donnait, on s'arrachait les cheveux et on disait « Arrête de parler ». Puis les seules fois qu'il parlait aux médias, c'était aux médias de Toronto. Il ne voulait pas parler aux médias d'Ottawa. Fait que je ne veux pas m'acharner sur quelqu'un qui est décédé. Je veux pas m'acharner sur quelqu'un qui est à terre, même plus loin qu'à terre. Là. Pas mal à terre. 6 pieds sous terre, je vais. Mais le lien était complètement brisé avec les partisans. Puis Michael Andlauer est un vent de fraîcheur. Ah ouais. Donc pour là, plusieurs années à venir. Pascal, tu viens de m'amener la preuve que Stu n'écoute pas les entrevues de Melnyk parce qu'il y a encore des cheveux. Ça, ça s'appelle être très chanceux, malheureusement. Mais j'ai écouté ces maudites entrevues. C'est juste qu'il repousse, lui, maudit. Ben oui. Il repousse tout le temps, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, Stu, toi, qui est un trouble de l'opposition, je te diagnostique ça de même, là, moi, à soir. C'est bien correct. Un gars qui a un trouble de l'opposition comme toi, là, ça te fait quoi de savoir que c'est un fanboy du Canadien de Montréal qui était en mesure de ramener ça direct à Ottawa? Fait que, tout d'abord, tu as ton diagnostic de trouble de l'opposition. Ma psychologue Joanne, qu'on salue, serait d'accord avec toi. Moi, je trouve ça poétique quasiment que Michael Andlauer est devenu propriétaire sénateur d'Ottawa parce que moi, ça me charme quand mon propriétaire il parle de Montréal quand il a grandi, qu'il parle de Pointe-Saint-Charles. J'ai des amis qui le connaissent très bien, ce monsieur-là, puis qui ont juste des mots positifs à dire à propos de lui. Puis moi, je vois quasiment ça comme un full circle moment, où est-ce que... il a vu la lumière, enfin. Il a vu la lumière, puis c'était une question de destinée, puis on dirait que je vois personne d'autre, sauf lui, être propriétaire. On dirait que ça a toujours été ce fit-là. Ouais. Je trouve qu'avec la communauté, ça a été un fit parfait aussi, fait que... on aurait pu avoir Ryan Reynolds, là. Ça aurait pu être Ryan Reynolds. Tu vois, ça aurait été comme un peu un cirque, là, selon moi. Puis je pense que c'est pas ça que l'organisation avait besoin. Non. L'organisation avait besoin que quelqu'un nous mette la main sur l'épaule et qu'ils disent ça va être correct. C'est ça. Ça va bien aller, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'ailleurs aussi une des raisons pourquoi je vois une psy, c'est que j'ai jamais eu ça dans mes vies personnelles. Mais outre ça,
J'ai vraiment pas de problème avec l'histoire de Michael Lauer. Puis au contraire, je trouve qu'il amène un pédigré de gagnant aussi avec ce qu'il a été capable d'accomplir avec l'équipe école. Fait que non, j'ai jamais eu de problème, j'en vois pas, puis au contraire. Non, puis tu sais, c'est juste te taquiner, là, c'était pas... Ben oui, je sais bien. Je me doutais bien que tu t'arrachais pas les cheveux de sa tête pour là-dessus, mais tu sais, ça reste que, il a appris qu'est-ce que c'est être propriétaire dans une organisation où est-ce que tu es propriétaire, mais le club, il n'est pas à toi tant que ça. Le club du Canadien de Montréal, il appartient bien plus à ses partisans que aux propriétaires. Si le monde décide qu'il boycotte pour XY raison, le mouvement de masse va se faire. C'est ça. Cette base de partisans-là, elle est solide. Fait que tu peux pas faire n'importe quoi avec l'équipe. Alors, de le voir, je pense qu'il a profité de l'occasion parce que le marché était beau. Il y avait de la progression à aller chercher avec les sénateurs d'Ottawa. Il y avait une opportunité d'affaires. Puis le fait qu'il revire sa chemise, qu'il dit là maintenant, ça devient mon équipe, je deviens le fanboy de cette nouvelle organisation-là parce que j'y crois. Moi, je pense que c'est un message fort. Puis jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Là. Puis, faut pas. On peut romantiser au maximum. Mais je pense qu'il faut garder un peu l'aspect que ça demeure une transaction d'affaires. Mm-hmm. Oui. Puis la transaction d'affaires pour lui puis pour ses partenaires, c'est pas tant l'équipe que tout ce que le projet des Plaines Le Breton peut apporter avec l'immobilier qui peut se produire sur ce site-là. Puis c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes se sont intéressées aux sénateurs. Tu sais, les gens disaient, voyons, les gens ont payé 1 milliard pour cette équipe-là, puis ci, puis ça. Puis oui, c'est une équipe de hockey de la Ligue nationale, mais il y a une partie aussi où il y a beaucoup de requins, si on veut, qui ont regardé ça, puis qui ont dit, d'après moi, il y a de l'argent à faire au centre-ville d'Ottawa, un terrain des Plaines Le Breton qui n'a jamais été exploité, qui, pour une fois, la Commission de la capitale nationale, parce que c'est un terrain qui appartient ni à l'Ontario, qui appartient ni au Québec ou à qui que ce soit. Ce terrain-là, c'est à la Commission de la capitale nationale, qui est un organisme fédéral qui a eu un feu il y a des années là, qui a complètement rasé là, ce coin-là. Puis la CCN n'a jamais voulu le redéployer. C'est un terrain vague. Il y a le musée de la guerre. Exact. À côté. Juste en avant de ça. Mais n'importe qui va vouloir faire quelque chose là a des millions de dollars à mettre en décontamination. Donc, on sait que ça va être compliqué faire quelque chose là. Mais tu vois, si on revient rapidement sur Melnyk qui avait fait une proposition, Rendez-vous le Breton qui appelait ça. Il voulait mettre, je pense, un cirque puis un hôtel. Puis c'était gros là, comme projet. Puis la CCN s'est entendue avec lui, puis en dedans de 6 mois, les deux se poursuivaient pour 6 milliards de dollars, je pense. Oui. Ça s'est fini comme ça. Là. Donc là, ça prend du temps. La Commission de la capitale nationale, le fédéral, c'est pas une entité qui va vite. Michael Lauer l'apprend à ses dépens. Fait que ça peut être frustrant, mais j'ai confiance que les liens sont faits entre les deux, puis les deux ont l'air de le faire de bonne foi pour que le projet aboutisse. Mm-hmm. Pascal, tu as amené tantôt le nom de Pierre Dorion. Oui. Moi, comme toi, j'apprécie énormément son œil d'évaluation de talent. Oui. C'est un gars qui a eu plusieurs coups de génie à son... Si l'organisation des sénateurs, elle est où elle est en ce moment sur la glace, il y a beaucoup de Pierre Dorion dans l'équation. Oui. Ça a aussi... C'est aussi à cause de lui, les transactions, tu sais, que tu disais, là, il y a le bonhomme en arrière de lui pour y mettre la pression. C'est un... Comment je dirais ça? C'est dur de sortir avec une note positive du règne de Pierre Dorion, mais en même temps, c'est dur de tout mettre la faute sur lui. Oui. C'est compliqué, là. 100%. 100%. Puis, écoute, la partie qu'on y reproche le plus... il était le fun à avoir en entrevue. Il était le fun. Écoute, il n'y a pas un gars plus le fun à avoir en entrevue en anglais, en français. Tu étais sûr d'avoir des clips, puis des clips, puis des clips. Si on compare à Steve Stéos, moi, je l'appelle Steve Stoic parce que t'auras rien. T'auras rien à la fin de cette entrevue-là. Pierre Dorion, c'est un spectacle. Puis on le voit, il travaille à BPM, puis il fait des chroniques souvent, puis il est super intéressant. Puis il a fait quelques bonnes transactions. Il s'est fait demander de vider le club. Puis, écoute, l'échange de Mark Stone
en ayant Eric Brandstrom en retour. Puis il a dit que c'était sa plus belle journée en tant que DG. Disons que tous les partisans l'ont encore sur le cœur. Mais ce qu'on y reproche le plus à la fin, puis ce qui a fait mal aux sénateurs, c'est que dans la dernière année où est-ce que la vente de l'équipe est en train de se concrétiser, on dirait qu'il a voulu rendre l'équipe belle ou protéger sa job. Ou là, il est allé courir après tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il trouvait. DeBrincat, il n'y a pas de place pour lui dans l'équipe parce que ça va toujours être Brady qui va être l'allié à gauche à la première ligne. C'est pas grave, on y va, on donne 2 choix au repêchage pour ça. Jacob Chikrin est disponible, Tarasenko est disponible. J'ai pas d'argent pour les payer l'année prochaine, puis j'ai pas place à les faire jouer parce que Chikrin, il joue à gauche, puis on a déjà trop de joueurs à gauche. C'est pas grave, je cours, je vais les chercher. Fait que ça a été une fin un peu qui nous laisse un goût amer. Puis ça, je peux pas faire autrement que M. Melnyk n'était pas là. T'sais. Donc, c'était quoi ses motivations? C'était-tu juste d'essayer de sauver sa job? Je sais pas. Mais dans tout son temps avec les sénateurs, je pense que on lui donne probablement un B+. Toi, Stu, ton évaluation? B+, je trouve ça un peu généreux. Oui? J'ai toujours été plus... Ouais, j'ai toujours été plus... Je le trouve trop sympathique. Ben, c'est pas qu'il n'est pas sympathique, mais c'est juste que il est extrêmement sympathique. C'est juste que je pense que sa plus grosse échange, la plus populaire, c'est Erik Karlsson à San Jose. Ouais. Ça, cet échange-là a donné à l'Organisation des sénateurs d'Ottawa Josh Norris, Tim Stutzla, et tu me diras si je me trompe, Pascal, mais aussi Levi Merilainen, je crois, fait partie de cette transaction-là. Fait que, mais ça, c'est un coup de chance. T'sais. On dirait que tout ce que Dorion touchait, c'était soit un spectacle, parce qu'en anglais, on dit qu'il était en train de name-chasing. DeBrincat, c'est un excellent exemple. Chikrin, c'est un autre exemple phénoménal. Puis, ce que j'ai retenu de l'ère Dorion, c'est qu'il n'a jamais été capable d'entourer ces jeunes qu'il repêchait de vétérans de qualité. Là, pour toi, JB, je vais te ramener en 2020-2021, dans la première saison de Tim Stutzla. Est-ce que tu penses que tu serais capable de me nommer les 2 ailiers à Tim Stutzla quand il est venu à Ottawa cette saison-là? Non. OK. C'était Alex Galchenyuk et Derek Stepan. Ça, c'était... un autre exemple, quand Ottawa est allé chercher Travis Hamonic à Vancouver, tu te dis, Travis Hamonic, clairement, c'est Vancouver qui va donner un choix de ronde à Ottawa pour qu'ils prennent ce joueur-là, qu'ils l'enlèvent de leur alignement, de leur masse salariale. Pierre Dorion, non seulement que c'est lui qui a donné un choix de ronde, mais il voulait donner un choix de 4e ronde, mais il n'y en avait pas, fait qu'il en a donné un choix de 3e ronde pour aller chercher Travis Hamonic. Ce n'était que des exemples comme ça, un après l'autre. Puis ça finit que tu n'es jamais capable d'entourer tes jeunes. Puis ça, malheureusement, pour moi, ça a fait mal. Puis c'est ce qui a fait en sorte que... Dans la bulle, ça a été... 100%. Puis c'est ça qui a retardé, pour moi, la reconstruction de l'Organisation des sénateurs d'Ottawa. Malheureusement, c'était le fait que Pierre Dorion avait un œil extraordinaire pour repêcher des joueurs, pour voir du talent. Mais quand ça venait le temps d'aller du côté pro puis de les entourer, c'est le seul qui a donné un contrat à Matt Murray. Là, fait il y a tellement d'exemples comme ça que ça n'a pas fonctionné. OK, Stu, je suis d'accord. Je pense que, je suis d'accord. Je baisse à B-. Oh mon Dieu, écoute. OK. C'est 2 coches, là. Ouais, OK. Fait que moi, j'irais peut-être plus avec une note de D+, parce qu'il y a eu des bons coups, mais je trouve que ces bons coups, souvent, ont été plus de la chance. Il y en a beaucoup qui ont été de la chance, ouais. Je veux dire, c'est le même été que Ottawa est allé signer Michael Del Zotto pour 2 ans. Il y a l'échange d'Evgeny Dadonov. It goes on and on. Fait que malheureusement, pour moi, ça a été un échec, l'ère Dorion, mais ça n'enlève rien à la personne. Ça n'enlève rien à son côté de dépisteur. Mais comme directeur général pour construire une équipe, malheureusement, ça a retardé la reconstruction de l'organisation. Tu me fais penser, je goûte parce que j'ai du monde avec qui jaser des scènes. Fait que l'échange de Dadonov, là. Puis après ça, la situation de Shane Pinto, là, la suspension de demi-saison. Mais particulièrement le cas de Dadonov. Comment ça que ces sénateurs, c'est les seuls qui ont été punis dans cette affaire-là? Puis, on parlait de Andlauer, là, son point de presse, comme il vient de se faire dropper un cadeau dans les mains, toutes les pénalités arrivent après la vente. C'est comme, voyons, toi, que tu m'en... Comment vous avez vécu ça en tant que partisan?
Comme, tu peux pas. Tu veux-tu la version. Ouais, tu veux-tu la version censurée ou. Ah, ben non, pas de censure. Et Chris, non. on était en tabarnak, là. Je veux dire, comment l'organisation se sent, puis les partisans, c'est qu'on s'est fait voler un choix de première ronde. Puis Pierre Dorion, écoute, bon, l'exemple que j'ai donné, c'est cette année quand les sénateurs d'Ottawa ont échangé Josh Norris pour Dylan Cousins. Il y a eu une vidéo où est-ce qu'on voit comment l'échange se passe du point de vue de la Ligue nationale, puis qui confirme. Ottawa, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le contrat de Josh Norris? Buffalo, avez-vous quelque chose à dire sur le contrat de Dylan Cousins? Non? Parfait. Merci. Excellent. L'échange est passé. Ben, on va envoyer ça aux avocats ou qui que ce soit pour vérifier les dossiers, puis sinon, l'échange est correct. T'sais. Fait que moi, là, comment ça se fait que Pierre Dorion, OK, il l'a peut-être pas dit, mais comment ça se fait que Las Vegas, pas Las Vegas, juste Vegas, n'a pas été capable de faire ce travail-là? Et là, eux autres, ils ont juste joué la victime. Puis là, on punit le nouveau propriétaire. On punit les. Moi, je comprends pas. Ilya Kovalchuk a pris sa retraite après 2 ans dans un contrat qui valait 15 ans pour 200 milliards de dollars. Puis les Devils, c'est beau. Tout est beau. Puis là, il y a un échange, OK, un peu douteux, mais Vegas qui n'a pas fait sa job. La Ligue Puis non là, plus. La Ligue non plus. Puis là, c'est Ottawa qui est puni. On a senti comme on s'était fait voler. Puis là, c'est un running gag maintenant que lorsque quelque chose qui arrive dans la Ligue nationale, n'importe quoi, il y a un joueur des Bruins de Boston qui a été pris rien avec... Josh Norris et Dylan Cousins. Quand Josh Norris est arrivé à Buffalo puis qu'ils ont dit « je joue pas, il est blessé », c'est quelque chose qui vient d'Ottawa. On est comme « non, on va encore perdre un premier choix parce qu'on a caché une blessure. » Puis puis là, peu importe, là, c'est Boston, là, il y a un fan dans les estrades qui a attaqué quelqu'un d'autre. Puis là, on est comme « bon, ça va coûter un choix de première ronde à Ottawa. » Mais on n'a pas rapport, c'est juste... Ça va être nous qui va payer pour les conneries des autres. Fait que on est en crise. Ouais. OK. Bon, ben écoute, j'aime cette version-là de l'histoire. C'est correct, ça me convient. Le Canadien est en reconstruction, mais on est derrière les sénateurs en termes quand est-ce que ça a commencé. J'aime ce que je vois du côté des sénateurs. Pascal, Tim Stützle, Jeff Sanderson, j'ai dit Jeff. Excusez. Ça fait 172 000 fois que le monde se trompe, mais Jake Sanderson, Linus Ullmark d'un but, il manque pas grand-chose pour que les sénateurs avec Ketchuk, il manque pas grand-chose, j'ai l'impression, pour que ce club-là puisse être aspirant à la Coupe Stanley pour une coupe d'années. Est-ce que je me trompe? Ouais, je pense qu'il manque pas grand-chose. Ça fait longtemps que nous, on cogne le tambour de la défensive. La défensive a été le talon d'Achille de cette équipe-là depuis longtemps. Tu peux pas avoir juste Artem Zub comme défenseur défensif. Ça non, se mais peut pas. À quel point est-ce que le reste de la Ligue est au courant du personnage mythique qu'est Artem Zub? Ben, je sais pas. Moi, je l'aime bien, là, mais il peut pas être le seul à avoir écoute, une conscience défensive. C'est un phénomène là, à Ottawa. À chaque fois qu'il touche la rondelle au CTC, tout le CTC crie « Zoub » depuis le 10e match quand il est arrivé il y a 4 ans. C'est comme, il parle à peine anglais. Ça fait 4 ans qu'il est à Ottawa. Uh-huh. Puis toutes ses réponses sont très courtes, mais gênées, sympathiques. Mais personne, tous les joueurs disent, il parle pas, on le connaît pas, il se mêle pas bien à l'équipe. Puis là, ils ont demandé, ils ont dit, comment t'as réagi quand t'as vu que tous les partisans criaient ton nom puis disaient Zoub, funny. Il comprenait pas pourquoi le monde criait son nom, mais il est comme devenu la mascotte des partisans, il est comme devenu comme Zoub, c'est le meilleur défenseur qu'il y a jamais eu. Ça reste quand même un bon coup de Pierre Dorion, il faut lui donner, d'aller chercher ce Russe-là dans le KHL à quelque part puis dire, d'après moi... Ah, il est sorti de nulle part, ce gars-là. Là. Ben, il est sorti de nulle part puis il est sur la première paire défensive puis il fait le travail, là. Mm-hmm. Ouais. Il fait très bien le travail. Par contre, il faisait très bien le travail quand la défensive en arrachait. Maintenant, des fois, on aimerait ça peut-être le descendre Exactement. dans le depth chart, là, si on veut. Là. Fait que je pense qu'il y a encore probablement... Écoute, il va y avoir Carter Yakimchuk qui va arriver l'année prochaine, sur lequel on compte quand même beaucoup. On pensait qu'il allait peut-être rester à Ottawa cette année, ou en tout cas jouer ses 8-9 matchs au début de l'année pour le voir comme il faut. Il a été retourné tout de suite dans les rangs mineurs. Ça risque d'aider le club, mais il reste jeune. Il reste très, très jeune.
Donc, côté gardien, Hallmark, je pense qu'on est correct pour quelques années. Par contre, Hallmark, ce ne sera jamais le gardien de ce qu'on peut voir qui va garder les buts 60 matchs par année. Ça va prendre un gardien qui est capable d'en gauler une trentaine facile. Donc, l'année prochaine, Matt Sogard est sur un contrat à un volet, seulement Ligue nationale. Levi Merilainen a démontré cette année qu'il était beaucoup en avance sur Matt Sogard au niveau. Levi Merilainen a sauvé la saison des Sénateurs cette année. C'est pas compliqué. Là. Ouais. Les deux gardiens étaient blessés. Forsberg, Hallmark, Levi et Levi, parce qu'on a tendance à dire Levi, mais c'est Levi. Puis écoute, je pense qu'il y a 3 blanchissages dans ces 7-8 matchs qu'il a joué avec les Sénateurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Bonne question. Anton Forsberg, c'est peut-être ses derniers matchs qu'on voit là, jouer avec les Sénateurs. Donc, je pense que ça va être des... Tu sais, aller chercher les vétérans comme Stéos a fait cette année, parce que pour la première fois, là, les vétérans qu'on est allé chercher ont fait la job. Les David Perron, les Nick Cousins, qui lui, il est blessé puis il va revenir. Michael Amadio, contre qui on a eu bien de la misère quand il est arrivé. On disait, parce qu'il avait déjà joué à Ottawa, puis là, il revenait, mais avec un contrat pas mal plus gros, gagner la coupe, mais tu dis, bon... Puis offensivement, on disait, mais ce gars-là n'a aucun talent offensif. Mais qu'est-ce qu'il fait dans notre équipe? Puis tranquillement, plus la saison avance, plus on voit pourquoi ces gars-là sont arrivés avec l'équipe. Puis je pense qu'on va voir de plus en plus, avec les playoffs qui arrivent, pourquoi il est allé les chercher. Fait que je pense que Stéos a un meilleur œil pour entourer l'équipe et pour aller chercher ce genre de contrat-là. Puis on va voir maintenant qu'est-ce que ça donne côté défensif cet été ou l'année prochaine, mais je pense que c'est pas mal ça. La plupart des joueurs du noyau sont signés à long terme. Ouais. Donc, on a peut-être un 3-4 ans qu'on va profiter. Là. Ben, il y a des bons contrats en plus. Hein? Il y a peut-être un nom que Pascal il a omis. Et pour moi, ça a été la plus grosse acquisition de Steve Stéos l'année dernière. Puis ça venait remplir un besoin qui était criant dans l'organisation, qui était un top 4 droitier. Puis ça, c'est Nick Jensen. Nick Jensen est venu sauver Thomas Chabot. Ouais. Nick Jensen est venu remplir un besoin complètement. Et tu me demandes, JB, c'est quoi que ça prend cette équipe-là pour devenir une équipe qui devrait être considérée comme pour gagner la Coupe Stanley ou du moins se battre à chaque année pour les 5-6 prochaines années? C'est à la défense, le plus gros besoin. Puis oui, on a Carter Yakemchuk qui s'en vient, qui a été repêché 7e au total en 2024. Mais des joueurs comme Nick Jensen, qui sont fin vingtaine, début trentaine, qui... Tu sais, Nick Jensen, quand tu le vois, tu le remarques pas. Non. Quand tu le vois jouer, tu le remarques pas, puis c'est ça que tu veux. Parce que tes gars flashy comme Chabot, comme Sanderson, t'es as déjà. Mm-hmm. Fait que ça nous prend un autre défenseur comme ça à Ottawa. Il est où Marc Méthode quand on a besoin? Tu sais, c'est ça. Pis... Un autre scandale, ça, de l'avoir perdu au draft d'expansion, c'est... Terrible. Écoute, ça, c'est Dion Phaneuf qui ne voulait pas soulever sa clause d'un échange. Mais bref. Un autre défenseur qu'Ottawa a perdu pour absolument rien dans l'ère d'Orion, puis ça, c'était un de mes préférés, c'était Dylan DeMello. Puis là, Dylan DeMello, lui, il joue avec Thomas Chabot, puis on voit beaucoup de ressemblances entre DeMello puis Jensen. Puis c'est des genres de défenseurs comme ça que l'organisation a besoin. Dans ton top 4, droitiers qui sont capables de venir stabiliser tes défenseurs gauchers qui sont très flashy. Puis Paul Maurice, quand il coachait Dylan DeMello à Winnipeg, il avait dit que Dylan DeMello, le regardait jouer au hockey, c'était du hockey porn. Il dit tout ce qu'il fait, c'est ses mots, pas les miens. Il dit, tout ce qu'il fait est parfait. Il dit c'est un climax à chaque match. Fait que ça prend des joueurs comme ça à la défensive parce que les joueurs flashants, on les a déjà. Fait que ça va être de restructurer puis de rejouer avec cette défensive-là parce qu'Artyom Zub sur la première paire défensive, c'est pas ça que tu veux, même si on l'aime, même si c'est solide. Puis Nick Jensen est excellent aussi, mais si t'es capable d'avoir le luxe d'avoir un de ces deux gars-là sur ta troisième paire, ça change tout. Ouais. Beaucoup. Parce que là, on se promène entre Amonic, Martin Palot, Cleven, qui sont tous des gars corrects, mais pas assez sérieux pour faire un long bout en série, je pense pas. Exactement. Il y a une grosse transaction à Ottawa. Pascal, Josh Norris contre Dylan Cousin. T'en as glissé un petit mot. Là, c'est la faute au sénateur, là, la blessure à Norris. La blessure. Il a parti fort, Cousins, mais c'est plus lousse là, dernièrement. Ça va-tu bien virer à long terme pour les sénateurs, cette transaction-là?
ça va bien virer à long terme, peu importe, juste par la santé de Josh Norris. Je pense que les Sénateurs l'ont échappé belle. Okay. Puis, je dis pas qu'on aurait pu l'échanger contre 6 bâtons. Là. Je pense que Dylan Cousins, oui, il a ralenti, mais tous les joueurs offensifs dans les derniers matchs semblent avoir ralenti. Écoute, je regardais ça. Les derniers buts des Sénateurs, je pense que Chabot qui en a marqué un, puis Zetterlund qui finalement en a marqué un dans le dernier match. C'est des Highmore, encore une fois, Matin Palo, t'as Pinto, t'as Perron. C'est pas les gros joueurs qui marquent des buts en ce moment. C'est vraiment la profondeur qui vient aider. Donc, moi, je suis pas inquiet il y a une super belle chimie avec Drake Batherson qui ont joué ensemble les deux au championnat junior mondial. Donc, au niveau des mises au jeu, au niveau du jeu en avantage numérique, un peu partout, je pense, puis si, je peux juste espérer que Josh Norris soit en santé puis qu'il performe à Buffalo. Ça fait mal au cœur parce que c'est un joueur qui a grandi avec l'organisation, qui a été repêché, qui faisait partie du noyau, qui était adoré par toute l'équipe, qui était adoré par les partisans. Et des partisans des partisantes surtout, là, que j'ai une en tête qui ne pardonnera jamais, je pense, aux Sénateurs, de l'avoir échangé. Mais c'est une décision d'affaires. Puis c'est David Perron qui a expliqué en entrevue quelques fois qu'il dit, écoute, ça fait partie d'évoluer en tant qu'équipe, des échanges comme ça, surtout quand tu ne gagnes pas. Attends-toi que ça va changer. Puis même quand tu vas te rendre en série, puis tu vas te rendre en 3e ronde, puis tu vas l'échapper, l'équipe va chercher c'est quoi qui manque encore, puis il va y avoir encore des échanges. Tu vas encore perdre de tes chums, puis ça fait partie du hockey. Fait que je peux pas plus que souhaiter qu'il y ait une belle carrière de son côté, puis que les deux clubs soient contents de leur échange. Dernier sujet que je voulais aborder, Stu, je pense que tu es l'homme de la situation pour me parler de ça, parce qu'on va parler de Brady Tkachuk. Chez mon analyse des Sénateurs dans les dernières saisons, c'est qu'il y avait quand même un manque de leadership. Et Brady Tkachuk, c'est le capitaine, et j'ai même entendu Martin Leclerc évoquer cette histoire-là, comme quoi, lors de sa dernière négociation de contrat, c'était d'avoir le C sur son chandail, d'avoir le titre de capitaine, c'était un non négociable si les Sénateurs voulaient le garder à Ottawa. À quel point cette histoire-là est vraie? Et deuxième volet, sur le leadership, comment le leadership est en train de muter pour en faire une meilleure équipe avec l'ajout des Giroux, on parlait de Perron, on parlait des défenseurs de Jean Blanc, de Travis Hamonic, des gars plus âgés pour venir encadrer le noyau. Vas-y avec ça, Stu. Est-ce que c'est vrai, ce soir-là? Comment ça... Bon, moi, pour ce qui est la question du C sur chandail qui était un non négociable, ça, je le sais pas. Non, du tout. C'est la première fois que j'en entends parler. Pour vrai? Ouais. OK. Ouais. Par contre, je ne serais pas surpris. Non. Parce que Brady Tkachuk, c'est très clair depuis qu'il est arrivé à Ottawa. Non, moi non plus. C'est ça. C'est son équipe. Ouais. C'est son équipe. On se demandait si ça allait être Thomas Chabot ou Brady Tkachuk, le capitaine, quand il fallait qu'on décide, quand l'organisation devait décider d'un capitaine. Mais ça a toujours été clair que c'était son équipe. C'est lui qui amenait, qui amenait l'équipe à la guerre. Je pense qu'en étant plus jeune aussi, il avait un peu la tête un peu plus chaude. Ouais. Là, ça fait plusieurs années qu'il est capitaine. Il y a un enfant, puis tu l'as dit, ils ont amené des vétérans comme Claude Giroux, comme David Perron, qui, ils ne se gênent pas de dire à quel point ces gars-là l'influencent comme humain à l'extérieur de la glace, mais aussi comme joueur sur la glace. Mais ce que je trouve le plus intéressant sur le leadership à Ottawa, c'est que bien que c'est l'équipe à Brady, bien que c'est lui qui les traîne à la guerre, si Claude Giroux sent le besoin de se lever, puis de prouver sur la glace un point, puis de dire on va aller chercher un but, puis de parler dans le casse à du monde, puis tout, il va le faire, ça. Ouais. Si David Perron a besoin de le faire, il va le faire aussi. Si Thomas Chabot a besoin de le faire, il va le faire aussi. Fait que ce que je trouve d'impressionnant dans l'équipe de leadership à Ottawa, puis c'est une différence phénoménale avec les années avant, c'est que je trouve que Brady, c'est la tête d'affiche, mais il y a comme une espèce de phénomène de collectivité parce que tout le monde... Que tu n'avais pas avant. Jamais. Que tu n'avais jamais eu avant. Puis ça, je pense que c'est l'effet Brady Tkachuk parce que quand Dylan Cousins a été échangé pour Josh Norris, par exemple, Brady Tkachuk, il a pleuré. Il a pleuré à l'entrevue qu'il a donnée.
Et là, tout de suite, il s'est mis en mode capitaine puis il a dit mais on est vraiment content d'avoir Dylan Cousins. Je vais donner mon numéro de téléphone. S'il y a besoin de quelque chose, je vais être là. Puis là, tout de suite, c'est le mode capitaine qui rentre. Puis bon, il a de l'expérience avec son père. Il a traîné à l'investisseur de hockey toute sa jeunesse. Mais le leadership à Ottawa, c'est une question de collectivité. Puis je trouve que c'est ça qui rend justement cette équipe-là très, 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 très forte. C'est le fait que ça ne repose pas sur un joueur seulement. Puis, je ne sais pas si j'appellerais ça un manque de leadership. Je pense que c'était peut-être un leadership immature, un leadership mal dirigé parfois. Parce que je pense qu'il n'y a jamais eu de doute que c'était, comme tu dis, c'était son équipe, c'était lui qui allait leader l'équipe, c'était lui qui allait leader les joueurs. Par contre, des fois, en voulant en faire trop ou en sachant pas trop, tu sais, veut pas, on dit qu'il s'est fait donner le C, il l'a demandé. En tout cas, il a eu le C alors qu'il était dans une équipe avec personne pour l'épauler, ou presque. On pense à Sidney Crosby qui a été capitaine jeune. Ben, écoute, il vivait avec Mario Lemieux. Là, il y avait quelqu'un avec qui parler. Tu vas dire, ben, lui, il a peut-être son père, il a peut-être, oui, absolument. Mais c'est un tempérament qui est bouillant. Veut pas, là. Donc, quand tu arrives, puis écoute, on a l'air de dire que Brady est parfait, mais on est très critique de Brady quand c'est le temps d'être critique. Il y a plusieurs matchs dans les années passées où le match tirait à sa fin, où il restait 5-6 minutes. Les Sénateurs perdaient par un but. Les fils se touchaient. Brady n'était plus là. Brady cherchait juste à frapper tout le monde. Tu faisais sortir 5 minutes alors qu'on avait besoin de lui en avant du but pour aller marquer le but égalisateur au lieu de se faire un autre filet désert pour un 8e match de suite. Fait qu'il il a callé out les partisans à un moment donné parce que l'année passée, les partisans huaient pendant la saison. Puis il est sorti puis il a dit ça, c'est de la bullshit. Puis c'est puis ça. Alors que DJ Smith n'était pas un entraîneur qualifié pour prendre la chaleur à sa place, parce qu'on l'a vu cette année avec Travis Green, quand les gens reprochaient à Brady d'être trop émotif, puis d'être trop... Travis Green est sorti, puis il a dit « Hey, faites-moi rire avec quelqu'un de trop émotif, puis qui veut trop gagner. » Il dit « On voudrait tous que tout le monde soit émotif comme lui, puis qui veuille trop gagner comme lui. » Ça a été terminé. Les critiques envers Brady à ce niveau-là, ça a été fini. Fait que, tu sais, il y a vraiment... je pense que maintenant, il est mieux équipé, puis cette année, on ne l'a pas vu. D'abord, ça a pris, je sais pas, 20 matchs avant qu'ils se battent parce que le monde disait, coudonc, Brady, il se bat plus, finalement, il s'est rebattu. Il a choisi ses moments, quand c'est le temps, quand c'est pas le temps, puis il n'ira pas se battre contre un 6e défenseur de l'autre côté. Je dis ça comme ça au hasard, là. Quand il mène, quand il perd, 7e, c'est ça. Vise comme du monde. Fait que oui, je pense que ce leadership-là, maintenant, puis tu sais, à chaque fois qu'on entend des joueurs parler, ils disent tous que celui qui rassemble les gars, celui qui dit hey, les boys, c'est la pizza à soir chez nous, amenez vos femmes, on fait quelque chose pour l'Halloween, on fait quelque chose pour Noël, c'est Thomas Chabot. Thomas Chabot est vraiment le noyau hors glace de cette équipe-là. OK. Bon, mais je pense que ça fait le tour, les boys. Je pense qu'on a fait vraiment une belle tournée. On a fait un beau tour. Un beau tour. J'espère que ça n'a pas trop fait mal. On t'a-tu convaincu, JB? On t'a-tu convaincu? Ah non, mais moi, c'est-tu ta 2e équipe préférée, au moins? Oui, je dirais ça facile. Parce que ça, on entend ça souvent. Là. Les Sénateurs, c'est ma 2e équipe. C'est ma 2e équipe préférée. OK. Ben, tu sais, moi, si ça déménage chez Plaine-le-Breton, j'étais à 15 minutes de là, moi. Fait que, pogne le rapibus, puis t'es rendu, là. Ben, c'est ça, là. À un moment donné, là, il manque pas grand-chose, là. Une couple de milliards, tu vas me dire, mais c'est pas grand-chose. Là. Tant que c'est pas notre argent. C'est ça. C'est pas de mes poches. Pascal Villeneuve, Stuart Sabourin, du podcast La Brigade, podcast sur les Sénateurs d'Ottawa, que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Du contenu super intéressant. J'aime votre vibe. Super sympathique aussi. Dès que je vous ai écrit « Hey les boys, ça serait le fun de se faire un crossover. » Vous êtes embarqués dans le projet. J'aime ça. Du monde willing de même. Puis écoute, on est des amis à cette heure-là. N'importe quand. Même s'il y a une rivalité. 100%. Moi, je trouve que c'est le fun d'avoir cette rivalité-là. Les deux clubs sont proches dans des situations similaires. Fait que moi, puis on va savoir d'en face pendant des années. Là. On pourra pas. Nos destins sont liés. Là. Voilà. Une prochaine, ça va prendre une 3e ronde là, en série, un contre l'autre. Peut-être en finale de conférence cette année, ça pourrait arriver, je pense. Comme les étoiles s'alignent. Là. Ouais. Ah, ça va se passer. Ça va. Vous êtes synchro, pas à peu près. J'ai dit que ça allait se passer. Ça s'en vient, là.
Ah oui, ça va se passer. Ça va se passer. C'est sûr. Je vais gagner votre animateur. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye tout le monde!